Alors, avec mes collègues Michel Larive, qui est membre également de la commission des affaires culturelles et d'éducation, et Sabine Rubin, qui s'intéresse particulièrement à ces sujets, nous menons toute une série de travaux et notamment des auditions dans le cadre de la LPPR à venir, qui va bientôt passer en commission, puis dans l'hémicycle au mois de septembre. Là, c'est tout proche. Donc, ce matin, nous avons commencé une première audition par SNES-UPFSU. Et donc là, maintenant, c'est à votre tour. Sud Éducation, Sud Recherche et Solidaire étudiant. Alors, si vous voulez bien, chacun va prendre la parole à tour de rôle. Vous allez d'abord vous présenter, nous expliquer un petit peu qui vous êtes, ce que vous représentez et ce que vous pensez de cette loi LPPR. On aurait pu penser, on avait eu un premier jet de la proposition de loi avant la Covid, avant la crise sanitaire. On aurait pu penser que le texte allait être modifié avec les enseignements tirés de la crise sanitaire. Donc, vous nous direz un petit peu ce que vous pensez de ce texte, notamment du point de vue des modalités de financement de la recherche, des nouveaux contrats qui sont proposés et de la vision globale de la recherche. Oui, bonjour, je vais commencer. Donc, je m'appelle Marc Lenormand. Moi, je suis enseignant-chercheur à l'université Paul Valéry Montpellier 3 et je suis mandaté fédéral enseignement supérieur et recherche à la Fédération Sud Éducation, c'est-à-dire que je le suis d'ailleurs jusqu'à seulement fin septembre, mais c'est-à-dire que pour la Fédération Sud Éducation, c'est moi qui fais qui m'occupe des dossiers relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche, puisque notre fédération syndique de la maternelle à l'université. Alors, donc pour dire quelques mots par rapport peut-être et rebondir sur ce que vous évoquiez, Madame la députée, dans vos quelques mots d'introduction, effectivement, on aurait pu s'attendre à ce que la crise sanitaire amène à une inflexion de ce projet. De fait, elle avait amené à une suspension des travaux, mais sitôt le confinement levé, le ministère est reparti à un rythme extrêmement rapide sur ce dossier de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Alors, par rapport à ce qui avait été, on va dire, lancé comme ballon d'essai dans les rapports des groupes de travail publiés à l'automne, il y a une série, on va dire, de chiffons rouges qui ont été abandonnés. Il y avait une série de chiffons rouges à destination des enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, titulaires tout particulièrement, à la suppression de la qualification et des missions du Conseil national des universités qui avaient été évoquées. Il y avait la question de la fusion des différents corps de maîtres de conférences et professeurs des universités. Il y avait éventuellement la question de la disparition du référentiel des 192 heures équivalent TD auquel correspond le service des enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses. Donc, ces dispositions qui attaquaient, on va dire, le plus directement dans leur service quotidien et dans leur carrière, les enseignants-chercheurs et les enseignantes-chercheuses ont été abandonnées, probablement pour aussi faire de la place au reste des mesures, puisque le fond de cette loi de programmation pluriannuelle de la recherche reste inchangé. Et d'ailleurs, vous aurez peut-être noté que pendant l'été, il y a eu une légère, on va dire, cette loi a été renommée ou réintitulée, puisqu'à l'issue, il me semble, c'est après le passage en Conseil d'État au mois de juillet, le projet de loi est désormais intitulé, si mes informations sont correctes, Projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021-2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. Alors, pour ce qui est de la programmation budgétaire, je pense que je laisserai mes collègues et camarades de Sud Recherche EPST qui ont fait toute une série de calculs sur le sujet, s'exprimer et détailler, on va dire, l'enfumage budgétaire de cette LPPR. Et ce qui semble important, c'est de voir que derrière ces questions budgétaires qui sont importantes, tout cet ensemble de mesures et de dispositions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, c'est d'une certaine manière le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est affiché en matière de promesses, à nouveau surtout des miettes. Ce qui est affiché, c'est surtout des miettes qui sont distribuées à l'encontre des titulaires pour gagner leur assentiment à cette LPPR. Alors, parmi ces miettes, il y a des primes qui sont promises aux titulaires. Je n'ai pas le détail parce que j'avoue que ça m'intéresse que moyennement. Je sais que par exemple pour mon cas, pour les maîtres de conférences, on nous a promis 100% d'augmentation de nos primes. Alors bon, 100% de pas grand-chose, c'est toujours pas grand-chose, mais c'est quand même notable. Ce n'est pas tous les jours qu'on nous promet 100% d'augmentation des primes. Et donc pour l'ensemble des corps de titulaires, il y a eu des promesses comme ça de revalorisation significative des primes, mais toujours pas de déblocage du salaire.
L'autre promesse qui a été faite et qui a été faite cette fois-ci en dehors du texte de la LPPR, donc je ne sais pas dans quelle mesure ça va se retraduire, mais qui a été faite aux organisations syndicales SNPTS, UNSA et CFDT, ce qui a expliqué leur assentiment qui est intervenu au cours du mois de juin à l'égard de la LPPR. L'autre promesse qui a été faite, ça a été une promesse d'accroître le nombre de possibilités de promotion. Que pour les titulaires actuels, typiquement chargés de recherche dans les organismes de recherche ou maîtres de conférences dans les universités, on leur ouvre des possibilités supérieures, un nombre supérieur de promotions dans les corps de professeurs des universités ou des directeurs de recherche. Donc à nouveau, toute une série de miettes promises aux titulaires pour gagner leur assentiment à ce projet. En revanche, ce qui n'a pas changé, c'est le fond du projet. Et le fond du projet, en dehors à nouveau des mesures budgétaires sur lesquelles je laisserai mes collègues s'exprimer. Sur le fond du projet et sur, on va dire, cette deuxième vague de mise en concurrence et de précarisation qui vient compléter ce qui avait été esquissé par la loi LRU ou AP-CRES de l'été 2007. Là où ça vient parachever, d'une certaine manière, cette loi Pécresse, c'est en accroissant encore, on va dire, ce qu'avaient été les trois grandes orientations de la loi LRU à l'époque, telles qu'on avait pu, en tant qu'organisation syndicale, les analyser, c'est-à-dire précarisation, privatisation, présidentialisation. Et ici, ce qu'on retrouve, c'est tout d'abord la précarisation. La précarisation avec deux dispositifs, je pense qu'ils ont été assez largement publicisés. Il y a d'un côté, on va dire, la précarité ou la précarisation d'élite, pour une poignée de jeunes chercheurs et jeunes chercheuses jugés excellents et excellentes, et auxquels on va promettre, à l'issue donc de cette… qu'on va recruter sur ces chaires dites de… j'ai un trou, professeur junior, c'est ce système de tenure track à la française, voilà, où on leur promet, à l'issue d'une période contractuelle de 3 à 6 ans, une voie d'accès accélérée aux positions de responsabilité et de pouvoir dans l'université que représente l'accès aux fonctions de professeur des universités ou directeur de recherche. Donc ça, il n'en reste pas moins que pendant ces 3 à 6 ans, ces jeunes chercheurs et jeunes chercheuses, aussi excellents et excellentes fussent-elles et ils, seront soumis à la plus grande précarité, vulnérabilité et ne disposeront pas de l'indépendance de la recherche qui est garantie aux enseignants-chercheurs et aux enseignantes-chercheuses titulaires. L'autre volant de la précarisation, ce sont les contrats de mission scientifiques qui sont d'une certaine manière des formes qui sont présentées comme une amélioration par rapport au CDD renouvelé et soumis à une limite de durée, mais qui en fait soumettent désormais la durée des contrats à la durée du financement. Et que donc ça soumet encore plus ces contractuels au bon vouloir des employeurs qui, si le financement finalement n'arrive pas ou s'interrompt, en tout cas pourront comme ça renvoyer ces contractuels. Et donc là, on va dire que ça, c'est la précarisation pour le plus grand nombre, c'est-à-dire cette masse de jeunes chercheurs et de jeunes chercheuses qui n'auront pas l'immense privilège d'être jugés excellents et excellentes et d'accéder au poste aux chaires de professeur junior et à qui on promettra tout simplement un avenir d'une suite de contrats précaires. Ça, c'est la précarisation. Il y a le volant, on va dire, alors je ne sais pas si c'est privatisation, il y a effectivement des mesures d'assouplissement à l'égard du fonctionnement des fondations privées, de tout le dispositif de mécénat de l'enseignement supérieur de la recherche qui avait été introduit par la loi LRU, mais il y a aussi un renforcement encore de tous ces mécanismes de mise en concurrence et de gestion inspirée du secteur privé. Donc ici, tous ces mécanismes de mise en concurrence, ils passent tout particulièrement par l'extension du domaine de compétences de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, créée au milieu des années 2000, et initialement pour mettre en concurrence les individus et des collectifs de recherche pour l'obtention de financement temporaire. Depuis, le périmètre de l'ANR s'est élargi. Récemment, l'ANR a été utilisé pour financer ce qui a été par exemple le dispositif dit nouveau cursus universitaire
dans le cadre du PIA 3. Et donc là, ça a été principalement un moyen d'inciter les universités à s'engager dans la grande transformation et la grande transition vers le numérique. Et ici, cette extension du périmètre de l'ANR, il est véritablement acté, puisque l'ANR a désormais pour vocation de s'intéresser à l'ensemble des missions, et que l'HCERS, qui était également qui succède à l'ARS qui avait été fondée pour évaluer à la fois les individus et les collectifs de recherche dans une logique de mise en concurrence des individus et des équipes au niveau de la recherche, va également son périmètre de compétences s'élargir. Donc là, c'est vraiment l'ensemble des missions de l'enseignement supérieur de la recherche publique, y compris les missions d'enseignement qui se retrouvent soumises à ces logiques de mise en concurrence et d'évaluation constante. La troisième logique, elle est moins centrale dans cette LPPR, mais c'est tout de même cette logique de présidentialisation qui se trouve accrue. En 2007, la LRU avait, pour ce qui est des universités, on va dire recentré le pouvoir dans les universités dans les mains des présidents d'université au sein d'un conseil d'administration lui-même réduit et comportant une part inférieure d'élus et marginalisant les autres conseils centraux qui étaient à l'époque le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire. Là où c'est accru, c'est que via les dispositions prévues par la LPPR, des pouvoirs encore supplémentaires sont donnés au président de l'université, plus particulièrement pour mettre en place et contrôler des dispositifs indemnitaires. C'est-à-dire que l'ensemble des personnels, non seulement ses collègues précaires de plus en plus nombreux, mais aussi les titulaires, se trouvent désormais dans une position de subordination accrue ou vont se trouver dans une position de subordination accrue du fait de ces dispositifs indemnitaires contrôlés par les présidences locales. Donc, c'est pourquoi la LPPR, elle a pu être analysée à la fois comme une logique, on va dire, de nouvelle étape dans la néolibéralisation de l'université, mais aussi comme une logique de reféodalisation de l'université par rapport à une phase qui avait pu être une phase de démocratisation universitaire. Là, je ne parlerai pas forcément il y a la question de la démocratisation à l'égard des étudiants et des étudiantes, mais ce n'est pas tant de ça que je veux parler, et de démocratisation des structures internes de l'université qui s'était déroulée des années 70 aux années 90. Et là, il y a un véritablement retour de bâton avec un retour du mandarinat et un retour aussi du pouvoir des présidents détachés de leurs collègues par les primes de plus en plus substantielles qu'ils touchent et contrôlant en retour ses collègues par des dispositifs de primes. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je vous remercie. On va continuer avec Sud Recherche. Monsieur Bernard peut-être, et après Madame Guéramant. Oui, bonjour, c'est Jeannie Guéramant. Je vais peut-être démarrer. Vous allez démarrer, vous avez pris la main, allez-y. Oui, je vais peut-être démarrer. Oui, je m'excuse déjà pour le retard, j'avais du mal à me connecter et voilà, ça fait d'aller un peu dans le truc. Oui, donc, puisque Marc, il a parlé du côté, on va dire, emploi, moi je vais parler plutôt du côté, sur le côté des budgétaires, des moyens qui sont prévus par le projet de loi. Alors, tout d'abord, je pense que ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il y a effectivement une forte attente de la communauté pour qu'il y ait des moyens qui soient mis dans la recherche et dans l'enseignement supérieur. C'est effectivement, tout le monde le dit. La plupart s'accordent à dire que les objectifs de 3%, pourquoi pas, du PIB, avec 1% pour la recherche publique et 2% pour la recherche privée, ça peut être un objectif à avoir. Mais dans le court terme, force est de constater que la projection qui est donnée au sein du projet de loi, ça ne répond pas du tout à cet objectif. Quand on s'amuse à projeter ce qui est prévu, en projetant même les augmentations d'année en année, pour essayer de voir au bout de combien de temps, en se basant sur un PIB des plus, on va dire, défavorables, enfin plutôt défavorables par rapport à ce que ça pourrait être. Si on s'amuse à faire la projection, ça nous amène à 2062 pour atteindre le 1% pour la recherche publique.
Donc, même les 10 ans ou même les 20 ans qui sont éventuellement prévus par la loi, puisqu'il parle de dire dans la décennie suivante, on essaiera d'atteindre le 1%, c'est du bluff, c'est la projection enfin, telle qu'elle est, ça n'atteindra absolument pas l'objectif qui est donné. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les augmentations qui sont programmées sont pas nettement supérieures à ce qui a été déjà fait ces dernières années. On sait où ça nous a mené. C'est quasiment la prolongation de ce qui a déjà été fait pendant les années précédentes. Donc il y a toute une part d'esbrouf ou de bluff sur cette question-là qui est important à dénoncer parce que c'est là-dessus qu'ils se basent pour, d'un autre côté, en face, casser le droit du travail, casser les statuts de la fonction publique, enfin, et faire de la précarité. Quand la communauté réclame des moyens, elle est souvent très claire par rapport à ça. Elle demande des moyens pour faire de l'emploi de fonctionnaires, de titulaires, pour résorber la précarité et pour donner des moyens aux laboratoires, principalement sous forme de crédits récurrents, de crédits de base qui reviennent chaque année, qui permettent de faire une recherche de manière pérenne, sans avoir à chercher de l'argent à droite ou à gauche, sans être obligé de réorienter tous les 3 ans ou tous les ans ou tous les 2 ans sa recherche pour être dans le move et pour pouvoir répondre à des attentes qui ne sont peut-être pas forcément celles que devrait être celles de la recherche publique. Donc, force est de constater, là encore, que la manière dont est décidé de distribuer ces moyens ne répond absolument pas à la demande de la communauté. Pour ce qui est de l'argent pour les laboratoires, ce qui est proposé, c'est d'augmenter les taux de réussite de l'ANR. C'est pas ça que la communauté avait demandé. Juste pour rappel, il y avait eu une enquête qui avait été faite par Amélie de Montchalin lors du budget 2018. Je crois que c'était pour le budget 2018. Cette enquête, il y a eu quand même, je sais pas, 5000 répondants qui avaient dit à 75% que ce qu'il fallait, c'était redonner des crédits de base au laboratoire et pas augmenter les crédits de l'ANR. C'est forcé de constater que c'est un autre choix qui est fait. Et pourquoi ce choix il est fait? Parce que en augmentant les crédits de l'ANR, soi-disant on fait de la recherche compétitive. Alors ça, il faut mettre le mot à toutes les sauces. Et aussi, ça permet de toute façon, l'essentiel, c'est que ça permet de donner des orientations qu'on a envie de donner. C'est normal que l'État, que le gouvernement, que les députés, enfin qu'il y ait des orientations qui soient données à la recherche, des orientations générales, mais de manière fondamentale, il faut que les équipes de recherche elles puissent construire leur projet de manière sereine et sans avoir à dévier parce qu'il faut répondre à tel ou tel appel d'offres en permanence. Donc ça, c'est sur la manière dont sont attribués les moyens. Alors là où ils ont une langue un peu de bois, on va dire, c'est qu'ils disent oui, mais en même temps, on va augmenter le préciput. Alors le préciput, c'est de l'argent qui est retiré directement en amont et qui revient aux organismes, aux établissements qui sont porteurs des projets. Le grand souci avec ça, et puis ils nous disent ah mais ça va servir à financer les crédits de base des laboratoires. Le grand problème avec ça, c'est que on sait très bien comment ça va se passer, c'est que les établissements, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une nouvelle couche d'appel d'offres pour distribuer cet argent. Ou alors, ils vont distribuer cet argent à ceux qui ont déjà réussi à amener de l'argent dans le pot parce qu'ils ont eu des contrats. Donc en fait, on va amplifier un phénomène qui est déjà qui n'a jamais été quantifié. C'est ça qui est grave, c'est qu'on met en place des systèmes et jamais on les évalue. Typiquement, on aimerait un jour qu'on nous dise comment est distribué l'argent de l'ANR. Est-ce que c'est toujours les mêmes labos qui le reçoivent, toujours les mêmes équipes? Est-ce qu'on n'arrose pas ou c'est déjà mouillé? Et en fait, nous, on pense sincèrement que c'est ce qui se passe. On en a parlé à la ministre à un moment donné. Elle nous a dit oui, mais je suis en train de faire une enquête là-dessus pour le savoir. L'enquête, on n'a pas vu les résultats. Donc ça, c'est une chose sur la manière dont l'argent serait distribué au laboratoire. Après, sur la question de l'emploi, les moyens pour l'emploi, les moyens pour augmenter l'attractivité, soi-disant, c'est de l'argent. Alors déjà, si on s'amuse à utiliser 92 millions sur un an, si on divise par la masse salariale, on n'est même pas au niveau de l'augmentation de l'inflation. Alors, bien évidemment, cet argent ne va pas être distribué de manière homogène, donc on va donner à certains. Effectivement, il y a des niveaux de primes qui sont inférieurs pour certaines catégories de personnel.
le sujet, il n'est pas là. L'attractivité, c'est pas simplement la prime qu'on va avoir à la fin de l'année, à la fin du mois. L'attractivité, c'est la manière dont on travaille, c'est la manière dont on peut travailler sereinement, c'est les moyens qu'on nous donne pour travailler, c'est le temps qu'on a pour pouvoir faire de la bonne recherche, c'est le temps qu'on a pour accueillir des étudiants correctement et pas dans des conditions déplorables. Et c'est là qu'elle est l'attractivité. Et quand on nous dit qu'il y a une baisse des recrutements, qu'il y a beaucoup moins de candidats, par exemple, dans le dossier d'analyse d'impact, ils ont fait des calculs ils montrent qu'il y a une baisse de nombre de candidats sur les chargés de recherche, par exemple, au CNRS. Ils donnent des chiffres. Sauf qu'ils oublient de mettre en parallèle le fait que le nombre de postes entre les deux chiffres qu'ils donnent a diminué quasiment d'autant. Donc, si on fait le pourcentage, ou si on regarde, on va dire, le taux de pression, il est quasiment le même. Donc, c'est un peu, là encore, on utilise les chiffres pour leur faire dire ce qu'on a envie de leur faire dire. Donc, ce que demandent les gens, c'est d'avoir des emplois titulaires pour les collègues, pour les jeunes qui arrivent, et des emplois dans de bonnes conditions. On ne dit pas qu'il faut pas revoir les salaires, c'est pas un tabou de dire qu'il faut augmenter les salaires, mais voilà, il faut le faire de manière raisonnée. Et puis quand on dit il faut rattraper les erreurs de PPCR, la première erreur de PPCR, c'est surtout les agents de catégorie C qui en ont fait les frais. C'est ceux qui ont été le plus mal lotis par ce protocole. Et ça, par contre, on y reviendra ou pas ou très peu dessus. Et puis le côté de dire, effectivement, il faut qu'il n'y ait pas trop de différence entre les employeurs, mais il faut aussi regarder des fois les choses de manière plus globale. Il y a dans des établissements, il y a des carrières qui sont plus faciles que quand on est à l'université. Il y a différents éléments qui doivent être pris en compte. Et souvent, on ne regarde que par un bout de la lorgnette. Et en tout cas, on estime qu'il faut regarder les choses de manière plus globale. Le deuxième chose, la troisième, je sais plus où j'en suis, c'est l'emploi, le type d'emploi. Quand on regarde les chiffres qui sont donnés dans le document, sur la projection de l'emploi, à la fois dans le rapport, dans l'annexe, ce qui est dit, et si on fait le rapport par rapport à l'emploi statutaire actuel, en fait, les augmentations qui sont prévues, alors disent il y a 5200 emplois, de mémoire, c'est 5200 emplois au bout des 10 ans, d'emplois sous plafond. Alors d'une part, ils ne précisent pas si c'est des emplois sous plafond de titulaires, or il peut y avoir des contractuels sous plafond, déjà, ça c'est une première chose. Et puis si on rapporte par rapport justement au nombre d'emplois de titulaires, ça fait une augmentation de 3% sur les 10 ans. Par contre, il y a une ligne en dessous qui indique qu'il va y avoir 15 000 emplois hors plafond supplémentaires sur les 10 ans. 15 000 emplois hors plafond supplémentaires. Si on reprend les chiffres qui sont donnés dans le rapport d'impact sur la quantité d'emplois dans la recherche de non-titulaires, en fait de contractuels, ça fait 22% d'augmentation des emplois contractuels. Et ça, c'est très cohérent avec finalement la logique qui est derrière ce programme, parce que quand on multiplie par 2 les crédits de l'ANR, c'est très simple, on va multiplier par 2 le nombre de précaires. Donc 22%, à mon avis, c'est une estimation très basse, parce que on a très bien vu quand l'ANR s'est mise en place, il suffit de regarder les bilans sociaux, que ce soit du CNRS, mais pour regarder les établissements de manière générale, on a vu la courbe des emplois de non-titulaires exploser, mais vraiment exploser, et dans le même temps, la courbe d'emploi de titulaires diminuer, pas autant que ce qu'explosait l'emploi de non-titulaires. Donc c'est bien ça, ce que va créer cette loi, c'est de la précarité supplémentaire, de la précarité dont on n'a pas besoin. Quand on nous explique que pour faire tourner des plateformes, il faut faire du CDI de chantier ou CDI de mission, appelons-le comme on veut, c'est insensé. Des plateformes, ça doit tourner avec de l'emploi de titulaire, parce que c'est pas des techniques qui sont alors soi-disant c'est des techniques de pointe, et c'est des techniques de pointe qui méritent qu'il y ait des gens de pointe qui puissent travailler et de travailler de manière sereine. Donc en plus dans ce rapport dans l'analyse d'impact, je crois que c'est dans l'impact où il cite tout un tas de catégories qui pourraient être intéressées, qui pourraient intéresser pour ce CDI de chantier. C'est une aberration totale. C'est vraiment des profils de poste qui sont faits pour des titulaires. Donc c'est purement idéologique, parce que le coût pour l'instant, le coût d'un emploi de titulaire est quand même supérieur à celui d'un emploi de contractuel, il faut le dire, parce que le casse-pension, c'est beaucoup d'argent,
les cotisations salariales sont beaucoup plus élevées avec la part du casse pension. Mais bon, c'est le coût social derrière d'avoir autant de précarité, il est bien plus élevé. Et il y a un autre aspect sur l'aspect budgétaire qui n'est pas abordé, c'est l'aspect, effectivement, dans l'étude d'impact, ils disent oui, ça va soi-disant favoriser la recherche dans le privé. Favoriser la recherche dans le privé. Ok, ça va favoriser la recherche dans le privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le crédit impôt recherche, il va exploser. La dépense fiscale du crédit impôt recherche, si on ne change pas les règles, va exploser. Et d'ailleurs, c'est dit dans le rapport, dans l'annexe, c'est là une des dernières phrases, enfin, ils ne parlent jamais de remettre en cause cet argent-là, mais par contre, ils disent, on sait qu'avec la crise, et puis, voilà, il va augmenter. Dans l'analyse d'impact, à aucun moment, il est marqué qu'est-ce que ça va coûter en termes de crédit d'impôt. Donc, je pense que c'est des questions qui sont intéressantes à poser à la commission financière et voilà. Donc ça, c'est pour les aspects budgétaires. Bon, le crédit impôt recherche, on le sait, c'est des milliards qui pourraient servir à faire de l'emploi de titulaires, des milliards qui sont dépensés sans aucun contrôle, ou très peu, moins sur le plan scientifique, il y a des contrôles fiscaux, mais sur le plan scientifique, il y a très peu de contrôles. Il n'y a aucune orientation. Nous, et on l'accepte et c'est normal qu'il y ait des orientations qui soient en fonction des besoins sociaux et tout, mais le crédit impôt recherche, c'est de l'argent pour faire de la recherche, pour faire ce qu'on veut. Et il n'y a pas de nécessité de besoin social derrière, alors que après tout, c'est de l'argent public. À minima, il pourrait y avoir un contrôle de la manière dont il est utilisé. On nous dit qu'il faut créer des startups, On ne se pose jamais la question de quels sont les emplois qui sont dans ces startups, quel type d'emploi, quelle durabilité des emplois, pour faire quoi? Est-ce que ça vaut le coup de faire fabriquer, je sais pas, des intelligences artificielles qui vont nous pister? Je prends un exemple, mais bon, un peu caricatural, mais nous, et c'est normal, on doit s'interroger sur l'utilité sociale de ce qu'on fait, et le privé, on donne comme ça, sans regarder. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire sur le sujet. S'il y a des choses qui me reviennent comme ça, bon, puis on fera un ping-pong de questions-réponses. Monsieur Bernard, s'il vous plaît. Oui, bonjour, donc Stéphane Bernard. Moi, je suis ingénieur d'études avant à l'IRSTEA, maintenant à l'INRAE depuis le 1er janvier. Voilà, on sort d'une fusion. Bon, je suis issu de recherche EPST. Yannick a presque tout dit. Marc aussi a bien résumé les choses, donc je ne vais pas ajouter grand-chose par rapport à ça. Moi, deux, trois petites choses sur lesquelles je voulais revenir. Effectivement, on a parlé des chaires de professeurs juniors. Dans le projet de loi, en fait, il s'agit quand même de recruter des gens, des excellents. Qu'est-ce qu'on entend par excellent? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Voilà, ça sort d'où? Alors ensuite, on va leur donner des super moyens pour les emmener à une titularisation sans concours. Voilà, donc on se pose vraiment des questions aussi par rapport à ça. Comment ça se fait que certains auront droit à un magnifique tapis rouge pour entrer dans cette carrière, avec en plus d'autres facilités, comme la possibilité d'encadrer des thèses sans habilitation, enfin des choses comme ça. Voilà, pourquoi cela et pourquoi pour les autres, ça va être plus difficile parce qu'on imagine bien qu'il va y avoir de la précarité encore plus longue. Donc voilà, il y a des choses par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si c'est dans la dernière version de la loi aussi, parce que malheureusement, voilà, je connais beaucoup mieux celle qui est passée au CNESER. Voilà, j'ai vu un peu en diagonale la dernière mouture. Il y avait la question de permettre aux agents de la recherche de partir, de vendre à une entreprise privée les travaux de recherche. Soit pour une carrière, pour leur propre carrière. Et il y a un truc qui est assez surprenant dans la loi, enfin, en tout cas dans la version qu'on avait au CNESER, je suis désolé, qui était la possibilité de vendre des travaux qui ne sont pas les leurs. Donc voilà, on imagine toutes les dérives que ça peut emmener. Voilà, c'est assez surprenant cet aspect-là, à vérifier s'il y a encore.
Voilà, donc en ce qui concerne, bon, ben, Jannick a parlé du financement par le biais de l'ANR, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Voilà, d'une façon plus générale, derrière tout ce qu'il y a là-dedans, derrière la compétition dans la recherche, ce que ça va emmener aussi en termes de qualité de la recherche. Il faut savoir que la compétition, bah, et puis un petit peu, voilà, être le meilleur, renforcer renforcer tout ça, cet aspect-là. Derrière ça, il y a des gens qui vont publier trop vite, il faut faire le buzz, il faut tout ça, et en fait, ça donne de la mauvaise recherche, de la recherche de très mauvaise qualité. Et ça, c'est une conséquence attendue absolument de tout ça, le fait de favoriser une excellence. L'excellence, ça s'atteint quand on a le temps de faire la recherche et de le faire, voilà, l'esprit libre et tranquille. C'est pas possible de le faire tout le temps dans la compétition. Donc, ce qu'on va attendre aussi à l'issue, enfin, ce qu'on va avoir à l'issue, si cette loi passe comme ça en l'état, ça va être ça. Et c'est un problème, une maladie qu'il y a ces dernières années, parce que c'est le publish or perish, tout ça, qui fait que des gens publient énormément, que quand on a des résultats, c'est même pas forcément fait de façon consciente. C'est que quand on a des résultats, ah ben non, ce résultat est trop éloigné, enfin, il a dû se passer un truc, on l'écarte. Et justement, du coup, ça fausse le résultat final. C'est des choses comme ça. Tout ça, c'est fait faute de temps. Voilà. Et ça entraîne donc vraiment, ça impacte énormément la qualité de la recherche. Enfin, un dernier aspect, je pense, voilà, sur ce qui n'a pas été encore abordé, juste pour information. J'étais présent au CNESER du mois de juin. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la façon dont il s'est déroulé, ce CNESER, dont Madame la ministre se félicite qu'il y ait eu un vote pour. Ce CNESER qui a duré 20 heures, auquel on était convoqué sans horaire de fin. Il s'est fait dans des conditions absolument déplorables. C'était vraiment du mépris de cette instance, avec beaucoup de gens qui ont dû partir attraper leur train et donc qui n'ont pas pu rester jusqu'à la fin. Voilà, donc je ne vais pas en parler pendant beaucoup de temps, mais il faut savoir quand Madame la ministre se vante que le projet de loi a été adopté à 55% au CNESER, il faut savoir que c'était à 6h45 du matin, après 20 heures de séance, qu'on a été convoqué, on n'était pas encore vraiment complètement déconfiné, on ne savait même pas si on pouvait avoir une chambre d'hôtel à l'époque. Enfin voilà, dans des conditions où on s'est vraiment posé des questions pour venir à Paris. Bien sûr, il n'était pas question de visioconférence et de savoir comment ça pouvait se passer. Et en plus, avec des méthodes qui ont été franchement lamentables. Mais je ne m'étendrai pas sur le sujet. Voilà. Mais bon, il faut savoir ce qu'il y a derrière ça. Et voilà comment, la seule façon dont il y a pu y avoir une adoption de ce projet de loi qui trouve un rejet à peu près partout. Voilà. Je vous remercie. Pour Solidaire étudiant, Madame Lebaille, dites-moi si je prononce bien. Oui, c'est très bien, merci. Du coup, moi, je suis étudiante à l'Université Paris 8 et je suis en charge des questions ESR au sein de Solidaire étudiante. Du coup, pour nous, il faut... globalement, tout a été déjà très bien dit par les camarades de Sud Éduc et de Sud Recherche. Mais pour nous, je vais peut-être revenir un petit peu plus sur les questions étudiantes. Même si la LPPR, c'est pas le premier impact que ça va avoir sur les étudiants, on va quand même se retrouver avec des professeurs des enseignants-chercheurs qui vont lâcher leur côté enseignement pour éventuellement être compétents, productifs dans leur recherche. Et du coup, ensuite, nous, nos cours à côté, ils vont se retrouver délaissés, de moins bonne qualité. Après, il y a aussi pour les doctorants, nous on s'indique aussi des doctorants, il va y avoir des doctorants de droit privé. Du coup, là, c'est encore un cadeau à la recherche, encore un cadeau au patronat et à la privatisation grandissante de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà, après, tout avait été très bien dit par les camarades. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter sur ça.
Alors, je voudrais, Madame Guéramin a déjà abordé un petit peu la question du CIR. Je voudrais demander aux autres ce qu'ils pensent du choix d'abonder principalement le programme 172, qui correspond aux recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires, dont dépend le CIR. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas craindre une captation importante des financements par le CIR? Le CIR est remis en cause par beaucoup de monde. Par nous-mêmes, je pense à la France insoumise, mais pas que, y compris par la Cour des comptes qui doute. Voilà, je voudrais savoir ce que vous pensez de ça. Je ne vais pas forcément être le plus compétent pour répondre à la question. J'aurais préféré l'appui de Yannick, qui sur les questions budgétaires est un peu plus calé que moi. Je ne sais pas si le crédit impôt recherche est sur le programme P172. Déjà, pour moi, c'est un autre budget. Mais Yannick? Si, en fait, il apparaît sous forme de, mais à la fin du programme, ça apparaît sous forme de dépenses fiscales, en fait. Il rentre dedans. Mais alors, jusqu'à présent, on n'a jamais vu de captation du P172, enfin de ce qui est annoncé pour le P172 pour la recherche par le CIR. Ça serait quand même, je pense que ça serait une surprise quand même que ça se passe. C'est plusieurs milliards d'euros quand même, hein, c'est important. Oui, mais je pense pas que. Oui, il y a 6 Est-ce qu'il y a nécessité milliards. en clair de garder le CIR ou pas? Et si on ne le garde pas, où vous, chacun d'entre vous, vous mettriez ces sommes pour quoi faire? Qu'est-ce qu'on ferait de cet argent? Bah, déjà, ça permettrait de titulariser beaucoup de précaires. Ça correspond à un nombre d'emplois. J'avais fait le calcul, il faut que je retrouve, mais je crois que ça correspond avec 6 milliards, on doit pouvoir financer le travail de, je vais dire, à peu près de 60 000 précaires. 60 000 personnes. Et quand je dis financer, c'est le financement, je veux dire, enrobé avec le poste de travail, enfin tout ce qu'il faut, quoi. C'est sur la base de. En gros, il faut calculer. Moi, je me base sur le budget du CNRS et je prends le budget du CNRS et je le divise par le nombre d'agents. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est environné de total et ça fait en gros ça fait 110 000 euros par an. Et sur cette base-là, ça ferait à peu près, on va dire, 60 000 personnes qui pourraient être titularisées avec cet argent-là. Donc, après, pour le CIR, on garde pas? Ah non, nous, on est pour la suppression du crédit impôt recherche. Vraiment, c'est très clair là-dessus. Je pense que celui d'éducation sont sur la même base. Marc pourra le dire, mais on va pas tarder nous, on a vraiment. On est vraiment sur cette position-là. Il y a d'autres moyens d'éventuellement aider, faire de la recherche en collaboration avec le privé, mais il n'y a pas besoin de quelque chose qui est totalement incontrôlé et qui ne fait que augmenter d'année en année et pour le coup pour un gain pour la société qu'on connaît même pas et qui est nul, quoi. Très bien, donc, merci. Là, voilà. Monsieur Lenormand? Oui, pour aller dans le même sens, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a d'un côté, il n'y a jamais d'argent pour la recherche publique, mais d'un seul coup, pour la recherche privée, alors là, tout de suite, tout est disponible. Et comme le rappelait tout à l'heure Yannick Guéraman, la recherche publique, elle souffre aussi de formes de surréglementation. De constante surréglementation, réglementation, avec toujours un petit peu la défiance ou l'hypothèse que les chercheurs et les chercheuses du service public seraient en train de dépenser à mauvais escient l'argent du contribuable. Ce qui est une forme de défiance qui n'existe jamais à l'égard du privé. Donc, bien entendu, à Sud Éducation, nous sommes favorables à la suppression de ce crédit impôt recherche. Après, sur les pistes de financement, il y en a plusieurs. C'est difficile là comme ça de se prononcer. Parmi nos revendications, elles vont surtout dans le sens de ce qu'évoquait à l'instant Yannick Guéraman, à savoir un recrutement massif. À la fois pour subvenir aux besoins de la recherche publique, pour installer quand même dans la durée les dizaines de milliers de collègues précaires qui souffrent de
à la fois d'une insécurité, d'une situation sociale et individuelle qui est difficile, mais qui est aussi une situation d'insécurité qui est délétère pour la recherche, pour son indépendance, pour son inscription dans la durée. Donc, il y a la question du recrutement de titulaires pour la recherche et aussi, bien entendu, pour les autres missions du service public d'enseignement supérieur de recherche, à commencer par l'enseignement, puisqu'aujourd'hui, et c'est une des difficultés qu'on constate à cette rentrée, à savoir que dans un contexte de crise sanitaire où on veut nous inciter à adopter des mesures de distance physique, où on nous incite à réduire la jauge des amphis, eh bien, ces mesures elles sont également difficiles parce qu'à l'heure actuelle, on a déjà des locaux qui sont trop petits, des enseignants et des enseignantes qui sont en trop faible nombre pour pouvoir aujourd'hui démultiplier les groupes de TD pour permettre d'assurer des groupes devant un moins grand nombre d'étudiants et d'étudiantes. Donc, il y a un investissement aussi côté enseignement, côté locaux. Et puis là, peut-être que je laisserai la parole à ma camarade de Solidaire étudiante, mais sur aussi les besoins qui sont ceux des étudiants et des étudiantes qui ont été aussi révélés par la crise sanitaire récente, qui a plongé un grand nombre d'étudiants et d'étudiantes dans une situation, même pas de précarité, mais de très grande ou d'extrême précarité, révélant les besoins flagrants également des étudiants et des étudiantes. Je vous remercie. Madame Lebaille. Oui, bah c'est vrai que ce que vient de dire le camarade, c'était totalement vrai. Il y a vraiment besoin d'investissement. Nous, on a beaucoup de revendications sur ça pour mettre fin à la précarité des étudiants. Ça va être augmentation des bourses, gel, gel des frais d'inscription, baisse des frais d'inscription. Il y a aussi la privatisation rampante avec la CVEC. C'est les étudiants maintenant qui, avec une taxe, doivent payer ce qui avant était payé par l'État. Donc, voilà. Mais oui, ça. D'accord. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'article 11 qui tendrait à répartir les rôles avec d'un côté les établissements publics à caractère scientifique et technologique qui auraient le rôle d'agence de moyens et puis d'un autre côté les universités qui, elles, auraient le rôle de gestionnaire des ressources. Que cet article, je ne l'ai pas déchiffré. Enfin, voilà, ça doit être la dernière version parce que ça me dit rien. Oui, c'est la dernière version. Et sur la philosophie de la répartition. Sur la philosophie, de toute façon, la question d'agence de moyens, c'est quelque chose qu'on craint, qui nous pend au nez depuis assez longtemps et qu'on craint depuis très longtemps. Parce que, voilà, effectivement, c'est aussi un petit peu ce qui est devenu la réalité du travail. Où justement le fait de courir après les moyens et après les finances éloigne, on va dire, les chercheurs du travail de la recherche. Plus ça va, moins ce sont les chercheurs qui le font. Justement, on a recours à des CDD. Ce matin encore, on était en train d'essayer d'auditer un candidat pour un CDD payé sur projet ANR. Voilà, donc les chercheurs font des dépôts de candidature pour des projets. Ils recrutent des CDD, ils encadrent les thésards. Par contre, ils ne font plus de recherche eux-mêmes. Ce qui pose un problème, parce que c'est leur motivation première à la base. Enfin, les scientifiques, justement, on parlait de la question financière. Effectivement, il faut revaloriser leur salaire, mais on a aussi la chance d'avoir des personnes qui sont relativement désintéressées quand même. Tout ce qu'ils veulent, surtout, c'est avoir des bonnes conditions de travail. Ce sont des gens passionnés. Et donc, à partir de ce moment-là, être une agence de moyens, déjà, c'est compliqué parce qu'ils ne souhaitent pas. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont signé. Voilà, c'est pas ce travail. Et puis ensuite, l'agence de moyens, ça veut dire simplement se faire l'intermédiaire entre justement une recherche qui est un petit peu pilotée notamment par là où sont les financements. C'est le problème aussi qu'il y a à l'ANR et une recherche donc qui n'est pas du tout indépendante. Voilà. Et donc, voilà, donc tout ça est vu effectivement d'un très mauvais œil. Monsieur Lenormand ?
Oui, alors, pas forcément, voilà, je pense que c'est une mesure qui, je pense, touche de manière beaucoup plus forte à l'identité des EPST. Donc, je pense que c'est pour ça que mes camarades de Sud Recherche ont plus à dire sur le sujet. Après, ce que j'y vois, c'est quand même cette grande machine à réorganiser l'enseignement supérieur et la recherche. Ce qui fait que je pense que, dans ce point de vue-là, la LPPR, elle s'inscrit aussi dans une dynamique qui est à l'œuvre depuis une quinzaine d'années, de refonte territoriale de l'enseignement supérieur et de la recherche, et qui est aussi, je pense, à comprendre en lien avec l'ordonnance prise par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en décembre 2018, qui était une ordonnance visant à faciliter les grandes recompositions territoriales, la construction de grands établissements. Et disons, par rapport au paysage existant, dans lequel il y avait des EPST qui accomplissaient donc ces fonctions de recherche à long terme, des universités qui avaient à la fois cette mission de recherche et en même temps cette mission d'accueil de l'ensemble des étudiants et des étudiantes se présentant, et à côté de ça, de filières sélectives. Tout ça est complètement recomposé dans de grands ensembles dans lesquels on a, ça c'est plus le volant enseignement, on va dire l'intégration des filières dites sélectives dans des grands ensembles proposant des cursus à différentes vitesses. Et puis les EPST se trouvent un petit peu aspirés dans cette grande recomposition territoriale. Et alors, je ne sais pas s'ils sont amenés à disparaître, hein, mais en tout cas, ils sont fortement menacés dans ce qui était leur raison d'être. Mais je vais laisser peut-être Yannick en dire plus. Allez-y, mais je vais rajouter. Alors, par rapport à l'article 11, en fait, je regardais parce qu'ils ont changé les numéros entre-temps dans les versions, donc c'est pas toujours très simple pour nous. C'est l'article sur les unités de recherche. Nous, ce qui nous a beaucoup dérangé dans cet article-là, c'est surtout le fait d'ouvrir la porte à la participation des fondations. Alors, on sait que Pasteur, c'est une fondation, mais parce qu'il y a 4 unités dans le paysage où il y a Pasteur, on va ouvrir la porte à quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Parce que les fondations de reconnues d'utilité publique, moi je l'ai dit en CT ministériel, j'aurais dit, je vais prendre un exemple. Je prends l'exemple de la fondation Jérôme Lejeune, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, qui se gargarise de soutenir la recherche. Effectivement, elle a été créée par monsieur Jérôme Lejeune, c'était celui qui a découvert la trisomie 21. Mais dans cette fondation-là, c'est une fondation qui est dirigée par des gens qui soutiennent les associations pro-vie, qui sont dans les manifs pour tous. Donc, à travers des fondations, il peut rentrer par cette porte-là des lobbies qui sont totalement inacceptables et que l'État n'a pas à finalement à leur ouvrir la porte d'une place publique qui ne mérite pas, et surtout simplement parce que si on regarde le tableau sur les UMR qu'il y en a 4 qui sont avec des fondations, et c'est des labos qui sont avec essentiellement c'est la fondation Pasteur. Peut-être il faut se poser la question d'avoir une dérogation pour Pasteur, mais faire un système comme ça qui ouvre la porte de manière très large, et après c'est pareil, ils pourront recevoir les préciputes de l'ANR à des fondations, une fondation reconnue d'utilité publique. Il n'y a aucune garantie que voilà, qu'il n'y ait pas derrière des lobbies. Bon, je prends Jérôme Lejeune parce que c'est assez caricatural, ok, mais quoi qu'il en soit, il y a déjà des labos à Nîmes, à Lille par exemple, qui sont quasiment cohabités avec la fondation Jérôme Lejeune. Donc c'est pas un exemple en l'air. Donc ça, c'est une chose. Sur la partie recomposition du paysage et on va dire territorialisation, les gros EPST pour l'instant sont peut-être un peu protégés parce que ça va être difficile d'absorber le CNRS dans une université où je pense pas que ce soit la volonté de toute façon. Mais on a quand même créé l'université Gustave Eiffel en absorbant un EPST entier quand même. L'IFSTAR a disparu a été absorbé dans l'université Gustave Eiffel, qui devient une université nationale. C'est quand même assez original quand même comme système. Et ça justement grâce à la fameuse je ne sais plus le mot, ordonnance. C'est autorisé là du coup, qui est validé par le projet de loi justement, qui permet des expérimentations avec des configurations dérogatoires, dont on ne sait pas ce que ça veut dire après à la fin de l'expérimentation. A priori, ils vont tous se retourner vers le format du grand établissement,
avec des grands établissements qui ont quand même l'avantage pour eux de pouvoir libéraliser complètement les frais d'inscription. Donc, c'est vraiment au détriment des étudiants et avec des fonctionnements qui sont de moins en moins démocratiques, avec des instances qui sont de plus en plus, on va dire, nommées et de moins en moins démocratiques, on va dire. Et il y a par exemple, sur cet aspect-là aussi, je sais plus ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit, mais c'est ressorti. Posez votre question. Je vous donnerai la parole pour un mot de conclusion. Madame Lebaille? Moi, sur cet article, non, je n'ai pas grand-chose. Je ne l'ai pas analysé. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je vous conseille de jeter un œil sur la deuxième version du projet de loi parce que en tant qu'étudiant et pour tout ce qui est à venir sur la vision de la recherche, c'est assez intéressant. On voit dans ce projet de loi que s'affrontent en fait deux visions de la recherche, mais comme s'affrontent deux visions de la société. On a une vision de la France Startup Nation, hein, comme le disait Macron lui-même, avec donc les principes de concurrence, de compétition entre les gens, entre les institutions qui s'affrontent avec une vision de la société tournée vers la solidarité, vers le collectif, vers la nécessité de maintenir et de renforcer les services publics. On a vu avec la crise sanitaire, avec la Covid, et entre parenthèses, des recherches avaient été abandonnées, hein, jugées pas assez rentables sur les coronavirus. On a vu la nécessité de préserver ces filets de sécurité pour la société. C'est tout l'enjeu pour nous de la LPPR. Je vais vous laisser un petit mot de conclusion à chacun, d'une ou 2 minutes. Et peut-être, Madame Lebaille, si vous pouvez nous dire, quand on est étudiant aujourd'hui, quand on se tourne vers la recherche, quelle vision on a du sens du métier et qu'est-ce qu'on voudrait mettre en place et comment on voit les choses si on avait la main, si on était aux manettes pour mener une politique de la recherche. Je vous remercie. Merci à vous. Aujourd'hui, quand on est étudiant et qu'on s'oriente vers la recherche, je sais que c'est souvent assez la déprime. Hein. C'est la peur d'être très précaire, de devoir avoir 2 ou 3 travails à côté de ses recherches quand on n'est pas financé. Et quand on est financé, même là, c'est pas forcément très facile. Ensuite, on va devoir enchaîner avec du coup les chaires juniors comme ce qui va être intégré, les tenure track, finir avec des contrats précaires comme c'est à terre. Donc, je sais que beaucoup de gens autour de moi ont envie de faire de la recherche, mais ils ont peur de galérer. Et ce qu'il faudrait, c'est, bien sûr, il faudrait une nouvelle LPPR. Il faudrait une LPPR, mais qui soit recentrée sur ce que demande la communauté universitaire, c'est-à-dire des moyens, c'est-à-dire des moyens du personnel. Voilà. Merci à vous. Monsieur Lenormand? Oui, voilà, ma camarade l'a très bien dit. C'est-à-dire que les besoins à l'heure actuelle, c'est de pouvoir inscrire les missions de l'université dans la durée, de les garantir en toute indépendance. Et ça nécessite d'avoir les moyens de les mener. Ça nécessite d'avoir des personnels titulaires qui soient assurés de leur indépendance et qui puissent aussi se projeter dans des missions d'enseignement, de recherche, des missions administratives ou techniques dans la durée et ne pas être soumis à un turnover constant. Et là, c'est évidemment tout l'inverse qui est proposé, à savoir une recherche précaire, une recherche court-termiste et une recherche soumise aux diktats du gouvernement et aux volontés des patronats locaux. Hein, mes camarades de Sud Recherche PST avaient justement relevé comment, je crois que ça va être à l'avant-dernière page du rapport annexe joint à la LPPR, et dit que la recherche serait le bras armé de l'État, ce qui est une perspective relativement inquiétante quand on voit l'état actuel de l'État et de ses bras armés autres. J'ai fini. Je vous remercie. Monsieur Bernard?
Oui, effectivement, en conclusion, moi je dirais que ce projet de loi déjà a commencé par le rendu de trois rapports qui disaient à quel point la recherche en France était exsangue. Et en plus donner ça depuis une dizaine, quinzaine d'années. En gros, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 10-15 ans, et bien en fait, ce projet de loi propose de poursuivre la même trajectoire et de la renforcer, d'aller encore plus vite dans cette direction-là. Donc en fait, dans la direction de tout ce qui a détruit la recherche aujourd'hui. Voilà, en instaurant effectivement de la compétition partout notamment, ce qui fait en plus beaucoup de dégâts au sein des labos. Et qui impacte très fortement la qualité des produits de recherche. Voilà, et donc, c'est tout. Et donc, il faut la combattre. Je vous Oui, remercie. voilà. Madame Guéramant. Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter, juste que je suis entièrement d'accord sur la question du modèle de Startup Nation qu'on est en train de nous servir à tous les étages, hein, parce qu'il n'y a pas que chez nous, mais vraiment c'est assez caricatural chez nous, avec une individualisation qui est vraiment le maître mot partout, même là, c'est sur la question de l'attractivité, c'est que des primes qui vont distribuer. Et pour l'instant, ils commencent à distribuer de manière homogène sur certaines catégories, on va dire, de personnel, mais très vite, ce qui va se rajouter, enfin, il y a déjà les primes d'intéressement qui sont clairement affichées dans le projet de loi, mais sur la distribution future des primes, y compris dans des modèles, on va dire, statutaires, entre guillemets, ce qui est prévu, c'est quand même des systèmes avec de l'individualisation et plus pour certains et moins pour d'autres. Donc cette compétition à tous les étages, ça fait quelques temps qu'on la voit de plus en plus, mais là c'est vraiment, ça devient le maître mot du système, quoi. Et pourtant, comme dit Stéphane, c'est clairement établi que la situation, on est dans une situation où la recherche et l'enseignement supérieur d'ailleurs sont totalement exsangues. Ceci étant, on n'a pas à rougir des résultats de notre système de recherche. Et si les résultats sont là, c'est parce qu'il y avait un système donné qui fonctionnait, que petit à petit on a essayé de casser et que les collègues ont tenu à bout de bras d'essayer de continuer à faire de la bonne recherche comme ils peuvent dans ce contexte, et que avec le projet de loi, au moment où ça va passer, à un moment donné, ils pourront plus. Ça va casser et c'est la qualité de la recherche qui va s'en trouver, qui va trinquer. Et juste une dernière chose, oui, en fait, et surtout, c'est la disparition de l'intérêt public de la recherche. Parce que ce qui est dans le projet de loi, c'est quand même il y a énormément d'articles du texte qui sont faits pour faire une recherche au service du privé. Et c'est le bras armé de l'État au service de l'économie libérale. Il faut le dire tel que c'est. Donc c'est ça qui est recherché. Et bon, voilà, c'est ça que nous on dénonce énormément. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Pour préciser ce que disait Stéphane, qu'il ne savait pas si c'était encore dans le projet de loi, le fait de pouvoir exploiter les collègues et le travail d'autres personnes, c'est resté tel que hein, dans le texte. Il n'y a pas de soucis. Enfin, si, il y a des soucis, mais non, mais ça n'a pas été changé. Je suis comme votre collègue, des fois je rêve que certains éléments seront enlevés. Mais non, les changements entre les deux versions des textes sont quand même très légers. Il y a eu un article qui a sauté parce que le Conseil d'État a dit qu'il fallait le retirer. C'était l'article sur les contentieux pour les recrutements des enseignants-chercheurs. Sinon, le reste, c'est resté quasiment tel que. Il y a 2 phrases en plus qui ont été rajoutées suite à la demande du Conseil d'État, mais la philosophie, elle n'a pas bougé dans l'iota et les mauvaises choses, elles restent telles qu'elles sont, quoi. Donc voilà, malheureusement. Mais nous serons vigilants. Je vous remercie tous et toutes. C'était très clair. Voilà, j'aime bien quand c'est clair et spontané comme ça.